L'homme remarqua que l'eau du puits avait noirci, et lorsqu'il regarda plus profondément, il en perdit la parole. Antoine Laurent arriva au village de Valbrume le 25 mai, alors que les merisiers avaient déjà fini de fleurir et que les pommiers commençaient à peine à bourgeonner. À 53 ans, son dos le faisait souffrir après 32 ans d'expédition. La vie en ville était devenue étouffante. Lyon s'était étendu, de nouveaux quartiers avaient poussé partout, le nombre de voitures avait explosé, l'air était lourd. Il vivait dans un petit 2 pièces, au 5e étage. Les voisins du dessus faisaient du bruit jusqu'à minuit, ceux du dessous mettaient la télévision à fond. Sa femme l'avait quitté 16 ans plus tôt. Son fils avait grandi et vivait sa propre vie. La pension de retraite d'un géologue était ridicule, à peine 1400 €. En ville, c'était juste assez pour survivre, les charges, la nourriture, les médicaments. L'annonce sur Internet lui était tombée dessus par hasard. Un soir, il parcourait un site d'immobilier, regardant les maisons de campagne, et tomba sur l'offre « Maison dans le village de Valbrume, région de Hautefort. 6 arts de terrain. Puits et dépendance. 60 000 €. Les photos montraient une maison en rondin penché, un terrain en friche, mais le toit était intact, les fenêtres n'étaient pas cassées. Il écrivit au vendeur, puis l'appela. Il s'agissait d'une vieille dame, Madeleine Girard, 84 ans. Ses enfants la faisaient venir chez eux à Lyon. Elle vendait la maison en urgence. Antoine arriva un samedi. Le village était minuscule, 25 maisons tout au plus, dont la moitié à l'abandon. La route était goudronnée jusqu'au chef-lieu de canton, puis c'était un chemin de terre défoncé. La maison de Madeleine se trouvait à l'écart, suivie d'un champ et d'un petit bois de bouleaux. La vieille dame l'accueillit aimablement et lui fit visiter la propriété. La maison en rondin avait bien 60 ans. Les bûches avaient noirci mais tenaient bon. Le poêle en briques était solide, la cheminée intacte. Le toit, couvert de bardeaux bitumés, était rapiécé mais ne fuyait pas. La grange et l'ancienne étable étaient délabrées, mais le puits était solide, en chêne. C'est mon grand-père qui l'a creusé, en 1956, racontait Madeleine. Ils ont creusé à 14 mètres, ils ont trouvé une eau glaciale. On l'a bu toute notre vie, elle était délicieuse, si douce. Antoine se pencha sur le puits. L'eau brillait, profonde. Il puisa un seau, goûta. L'eau semblait claire, froide, mais il décela un arrière-goût étrange. Il pensa que les eaux de fonte printanières avaient charrié quelque chose. Ça passerait. Il ne négocia pas. Les papiers de la vieille dame étaient en règle. La maison avait été enregistrée dans les années 90. Le terrain était cadastré. Il fit le virement de 60 000 €. Une semaine plus tard, l'acte de vente était enregistré au service de la publicité foncière. Il emménagea début juin. Les premiers jours, il s'installa, lava les fenêtres, nettoya le poêle, sortit les détritus. Il buvait l'eau du puits, faisait son thé avec. Elle avait un goût calcaire, un peu ferreux. Il mit cela sur le compte du sol de la région, riche en calcaire, c'était courant. Les voisins vinrent faire connaissance. Julien Mercier et sa femme Simone, qui vivaient en face. Des retraités, 68 ans tous les deux. Luc Berger, un fermier, habitait 2 maisons plus loin. Il avait 8 vaches. Tous s'étonnaient qu'un citadin s'installe à la campagne. Je cherchais le calme, expliqua Antoine. J'en avais assez des gens. Les jours s'écoulaient paisiblement. Il réparait la clôture, défrichait le terrain, planta quelques pommes de terre pour le principe. Le matin, il se réveillait au chant du coq, travaillait la journée, le soir, s'asseyait sur le porche en regardant le coucher de soleil. Une vie simple, sans agitation. Il pensait finir ses jours ainsi, tranquillement. Le 10e jour après son arrivée, il alla chercher de l'eau. Il était 6h30 du matin, la rosée couvrait l'herbe. Il s'approcha du puits, retira le couvercle, descendit le seau. Il sentit à la corde que le seau était plus lourd que d'habitude. Il le remonta. Regarda et se figea. L'eau dans le seau était noire. Pas trouble, pas brune de rouille, mais noire, épaisse, huileuse. Un film irisé à la surface chatoyait au soleil. Antoine approcha le seau de son visage, renifla. Une odeur âcre et pénétrante d'hydrocarbures lui monta aux narines. Son cœur s'emballa. Il renversa l'eau sur le sol, posa le seau, sortit une lampe de poche de sa veste, l'alluma et éclaira l'intérieur du puits. Les parois en bois étaient humides, brillantes.
Au fond, l'eau stagnait, noire, immobile. Antoine descendit les premiers échelons de l'échelle fixée aux parois, s'arrêtant sur une petite plateforme de visite, à une dizaine de mètres sous la margelle. Il s'accroupit et éclaira plus attentivement. Dans la paroi nord, il vit une fissure. Étroite, longue, elle descendait sous l'eau. De la fissure suintait un liquide noir. Lentement, goutte à goutte, mais continuellement. Il remonta, s'assit sur la margelle du puits. Ses mains tremblaient. Il avait passé 32 ans dans l'exploration géologique. Des Alpes aux Pyrénées, il avait cherché des gisements. Il connaissait le pétrole à l'odeur, à l'aspect, à la consistance. C'était bien ça. Du pétrole brut. Léger, à en juger par sa fluidité. Un gisement sous son terrain. Sous sa maison à 60 000 €. Il porta la main à la poche de sa chemise par réflexe, cherchant ses cigarettes, mais se ravisa aussitôt. L'odeur d'hydrocarbures était trop forte. Pas de flamme nue. Les pensées se bousculaient. Si c'est du pétrole, la couche n'est pas loin. Peut-être une petite poche, peut-être un gisement important. Il fallait prendre des échantillons, les amener au laboratoire, faire une analyse. Mais en silence, sans ébruiter l'affaire. Car si c'était un vrai gisement, on lui prendrait le terrain. Les ressources du sous-sol, en particulier les hydrocarbures, relevaient du régime minier. Leur exploitation n'était possible que sur titre licence ou concession accordée par l'État. On lui donnerait une compensation dérisoire, une compagnie pétrolière obtiendrait la licence d'exploitation, et il resterait sans rien. Le soir, il remplit une bouteille en plastique d'1 litre avec l'eau du puits, la ferma hermétiquement. Demain, il irait à Lyon, à l'université de géologie. Un ancien collègue, le docteur Bernard Roux, y travaillait au laboratoire, un ami depuis l'époque étudiante. Il dirait que les voisins se plaignent de l'eau sale, qu'ils demandent une vérification. Ensuite, il verrait. Il se coucha tard, tourna et retourna dans son lit jusqu'à 2 heures du matin, évaluant les options. Se taire? Tôt ou tard, quelqu'un d'autre le remarquerait. Vendre le terrain rapidement? Mais qui achèterait une maison avec de l'eau noire? Déclarer officiellement? Une expertise serait diligentée, impliquant sans doute le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, et l'État interviendrait. L'État pouvait imposer des servitudes d'utilité publique, voire une expropriation avec compensation, pour permettre l'exploitation. Selon la loi, il avait droit à une compensation pour le terrain saisi, à sa valeur marchande. 6 arts dans un village perdu, une maison délabrée. On lui donnerait 100 000 €, peut-être 150 000 au maximum. Alors que sous terre, il y avait peut-être pour des dizaines de millions de pétrole. Il s'endormit à l'aube. Il rêva de la forêt des Landes, d'un derrick, de l'odeur du diesel et de la roche humide. Sa jeunesse, quand la vie semblait simple. Le matin, Antoine prit le car pour Périgueux, puis le train pour Lyon. Une demi-heure jusqu'au chef-lieu. De là, 2 heures de trajet. L'université de géologie se trouvait sur l'avenue Berthelot. Un vieux bâtiment en briques. Le docteur Bernard Roux dirigeait le laboratoire d'analyse chimique. Antoine avait appelé à l'avance pour le prévenir. « Bernard, j'ai besoin d'un service. L'eau du puits est devenue bizarre, les voisins s'inquiètent. Apporte, on va regarder ça. » Il arriva pour le déjeuner. Bernard l'accueillit en blouse blanche. Il avait vieilli, les cheveux tout gris, mais son regard était toujours vif. Il l'emmena au laboratoire. Antoine sortit la bouteille et la posa sur la table. Bernard l'ouvrit, renifla, grimaça. « Antoine. Ce n'est pas de l'eau, ce sont des hydrocarbures purs. Tu peux être plus précis? Je vais faire l'analyse complète. Il me faut 3 jours. Fais-le, s'il te plaît. Et discrètement. Sans paperasse. » Bernard le regarda attentivement et hocha la tête. Compris. Attends mon appel. Antoine retourna au village le soir même. Pendant 3 jours, il fut sur des charbons ardents. Il achetait de l'eau en bouteille de 5 litres au magasin. Les voisins s'interrogeaient sur le puits. Il est pollué. Il faudra le nettoyer au printemps, répondait-il laconiquement. Julien Mercier proposa son aide, mais Antoine refusa. Il ne fallait laisser personne s'approcher du puits avant de savoir ce qu'il en était. Le 4e jour, Bernard appela « Antoine, viens tout de suite. C'est sérieux. »
Il se précipita à Lyon le lendemain. Bernard l'accueillit en silence, le conduisit dans son bureau, ferma la porte et posa devant lui les résultats de l'analyse. Plusieurs feuilles de chiffres et de graphiques. « C'est du pétrole brut, dit-il doucement. Léger, de haute qualité. Densité 790 kg par mètre cube. Teneur en soufre, 0,25%. Peu de paraffine. Excellente composition fractionnée. C'est du pétrole commercialisable, qualité exportation. D'où sort-il de ton puits ? Antoine resta silencieux, les yeux rivés sur les papiers. Bernard se pencha vers lui. Antoine, tu es géologue. 32 ans d'exploration. Tu comprends ce que ça signifie ? Je comprends. Un gisement sous mon terrain. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas encore. Ne dis rien, d'accord ? Pas un mot à personne. Tu ne m'as pas vu. L'analyse ne sera pas archivée. Je la détruis. Mais sois prudent. Si c'est un vrai gisement, des gens sérieux vont s'en mêler. De retour à Valbrume, Antoine attendit la nuit. À 22 heures, quand tout le village dormait, il sortit de la grange une corde solide, une lampe frontale, de hautes bottes en caoutchouc et son vieux détecteur de gaz portable. Une précaution essentielle. Il enfila de vieux vêtements. Il alluma le détecteur. L'air était lourd, mais le taux d'oxygène était acceptable et il n'y avait pas de H2S. Il descendit dans le puits. Il s'arrêta sur la plateforme de visite, à une dizaine de mètres de profondeur, là où l'eau suintait. L'eau stagnante lui arrivait à la taille. Froide, même en juin. Visqueuse à cause du pétrole. Il cala ses jambes sur la plateforme et éclaira la paroi avec sa lampe. La fissure dans la paroi nord était verticale, large de 25 cm, et s'enfonçait sous l'eau sur au moins 2 mètres. La roche autour était calcaire, gris clair, poreuse. Antoine passa la main dans la fissure, sonda la profondeur. Elle s'enfonçait loin, sur au moins 5 mètres. Des profondeurs suintaient le pétrole. Lentement, mais sûrement. 4 litres à l'heure, estima-t-il à l'œil nu. Il remonta, se changea, s'assit à la table de la cuisine. Il sortit un vieux carnet usé où il faisait ses calculs d'expédition et commença à estimer. Si la fissure est profonde, la couche est en dessous. À 60, peut-être 120 mètres. Le réservoir calcaire est poreux, le pétrole s'y accumule bien. La taille du gisement est inconnue, mais si le pétrole suinte, c'est qu'il y a de la pression. La couche est saturée. Admettons le scénario minimal. Une petite poche, 110 mètres sur 110. Épaisseur de la couche, 6 mètres. Porosité, 22%. Saturation en pétrole, 75%. Coefficient de récupération, 33%. Il calcula selon la formule des réserves qu'il connaissait par cœur. Il arriva à une estimation de 3000 à 4500 tonnes de pétrole récupérable. Au prix actuel de 500 € la tonne, cela représentait, au bas mot, entre 1,5 et 2,25 millions d'euros. Si la poche était plus grande, disons 300 mètres de côté, les réserves s'élevaient à plus de 40 000 tonnes. Soit plus de 20 millions d'euros. Sous son terrain à 60 000 €. Antoine se renversa sur sa chaise. Il eut envie d'une cigarette, mais la prudence l'emporta. Il se contenta de fixer ses calculs. Ses mains ne tremblaient plus. Son cerveau fonctionnait avec une clarté professionnelle. Toute sa vie, il avait cherché et développé des gisements pour l'État et des compagnies. Il avait eu un salaire de misère. Des primes ridicules. Et là, il avait trouvé le sien. Mais il n'y avait pas de joie. Il savait que cet argent n'était pas le sien. La loi était formelle, les hydrocarbures dans le sous-sol sont une ressource de l'État. C'était le cœur du code minier. Le terrain serait exproprié pour exploitation. Le propriétaire recevrait une compensation. La valeur marchande du terrain. Une évaluation indépendante. 6 arts dans un village perdu, une vieille maison. On lui donnerait une compensation, certes, mais dérisoire face à la valeur du gisement. Et les millions de pétrole iraient à une compagnie détenant une licence. Il pouvait se taire, reboucher le puits, vendre la maison et partir. Mais quelqu'un d'autre finirait par trouver. L'exploration géologique dans le Périgord avait lieu depuis des décennies. Les cartes existaient. Tôt ou tard, les compagnies viendraient. Il pouvait essayer de négocier.
vendre le terrain directement à une compagnie pour beaucoup d'argent, avant qu'il n'enregistre officiellement le gisement. Mais alors, il vérifierait, commanderait une expertise, impliquerait les autorités compétentes, et l'État récupérerait tout de même le terrain. Troisième option, extraire en secret. Installer une pompe, pomper le pétrole, le vendre par des intermédiaires. Mais c'était un délit. Selon le code minier, l'exploitation illégale de ressources minières était un crime. Il risquait la prison. À 53 ans, il n'avait aucune envie d'aller en prison. Antoine passa une partie de la nuit sur le porche, à fumer. Les étoiles brillaient au-dessus du village, l'air était pur. Les coqs se mirent à chanter. Une vie simple l'entourait, et sous ses pieds, il y avait une fortune qu'il ne pouvait pas prendre. Les 10 jours suivants, Antoine fut sombre, méconnaissable. Simone Mercier lui demanda même s'il n'était pas malade. Il répondit évasivement que tout allait bien, qu'il était juste fatigué. La nuit, il dormait mal, ressassant les options encore et encore. La loi était implacable, les hydrocarbures dans le sous-sol appartenaient à l'État. L'extraction se faisait uniquement sur licence, et le terrain était exproprié si un gisement était découvert. Compensation basée sur l'évaluation du marché. 6 arts à la campagne, ça valait des clopinettes. Il décida de demander conseil à un vieil ami. Philippe Marchand, 62 ans, géologue lui aussi toute sa vie. Retraité à Toulouse. Ils s'étaient rencontrés lors d'un stage étudiant, puis avaient fait plusieurs expéditions ensemble. Un homme fiable, qui ne parlerait pas. Il appela un soir. « Philippe ? J'ai une question hypothétique. Je t'écoute. Imagine, un type achète un terrain. Il découvre du pétrole dans son puits. Un gisement sous sa maison. À ton avis, il fait quoi ? » Long silence à l'autre bout du fil. Antoine l'entendit tirer sur sa cigarette. « Antoine, c'est de toi que tu parles. » Je demande, hypothétiquement. Ne me mens pas, je le sens à ta voix. Tu as trouvé du pétrole, n'est-ce pas ? Philippe expira. Antoine, tu viens de te trouver un problème pour le restant de tes jours. Les compagnies pétrolières tuent pour des gisements pareils. Je suis sérieux, je ne plaisante pas. Tu te souviens de Vincent Caron, de Marseille ? En 1997, il a trouvé un gisement par hasard. Il forait pour trouver de l'eau. Il a voulu le vendre à une compagnie pour $1 million. Un mois plus tard, sa voiture a explosé sur l'autoroute. Officiellement, une bouteille de gaz défectueuse. Mais tout le monde savait que c'était un contrat. Antoine se tut. Philippe continua, « Tu comprends dans quoi tu t'es fourré ? Si le gisement est réel, il vaut des dizaines de millions. Cet argent a l'odeur du sang. Les compagnies s'arrangeront avec les autorités. Le terrain sera exproprié légalement, tu recevras des miettes. Si tu tentes de faire valoir tes droits, de faire du bruit dans les médias, ils te menaceront ou te feront taire. Mon conseil, vends cette maison tout de suite, au même prix que tu l'as payée, et fiche le camp. Oublie ce pétrole. Vis ta vie tranquillement. Philippe, j'ai 32 ans de géologie derrière moi. J'ai cherché pour les autres toute ma vie, et là, j'ai trouvé le mien. Comment oublier ? Et comment ne pas oublier ? Antoine, la loi n'est pas de ton côté. Les ressources du sous-sol appartiennent à l'État. Tu ne peux que vendre le terrain avant que les compagnies ne la prennent. Au mieux, tu en tireras 50 000 ou 100 000 euros au noir, mais tu risqueras ta vie. Ça en vaut la peine ? Antoine le remercia, raccrocha. Il se coucha mais ne dormit pas. Les pensées tournaient en boucle. Philippe avait raison. La loi était claire, les précédents connus. Mais une autre voix dans sa tête disait, « Et si tu avais de la chance ? S'il y avait un moyen d'en obtenir au moins une partie ? Pas récupérer tes 60 000 euros, mais au moins quelques centaines de milliers. Avec cet argent, tu pourrais changer radicalement de vie, acheter un appartement décent, aider ton fils, mettre de côté pour tes petits-enfants. Vivre le reste de tes jours dignement, et non avec une pension de misère. » Au matin, sa décision était prise. Il allait essayer. Mais il agirait prudemment, par des intermédiaires. D'abord, il se renseignerait sur qui s'occupait du pétrole dans la région, quelles compagnies étaient actives. Ensuite, il les contacterait officieusement, leur proposerait le terrain pour un prix élevé. S'ils refusaient ou commençaient à menacer, il battrait en retraite. Il vendrait la maison à un acheteur ordinaire,
cacherait l'affaire du pétrole et partirait. Mais il devait tenter. Antoine se leva, fit sa toilette, déjeuna. La journée s'annonçait claire et chaude. Il alla chez Julien Mercier, lui demanda d'utiliser Internet pendant 1 heure. Il n'avait pas d'ordinateur, juste un vieux téléphone à clapet. Julien le laissa entrer, l'installa devant son ordinateur portable dans la cuisine. Antoine ouvrit le navigateur, commença à chercher. Compagnie pétrolière dans le Périgord. Total Énergie, et quelques petites sociétés privées. Gisement dans la région de Hautefort. 3 étaient en exploitation, 2 en sommeil. L'exploration de nouvelles zones était constante. Il trouva un article dans un journal local de l'année précédente. La société Pétrole du Périgord, surnommée Pétro-Périgord, avait obtenu une licence d'exploration géologique dans la région de Hautefort. Il prévoyait de forer 12 puits en 3 ans. Le village de Valbrume n'était pas mentionné dans la zone de travail, mais il était proche. La compagnie savait donc qu'il y avait du pétrole dans le coin. Il nota le numéro de téléphone du bureau de la société à Bordeaux. Le soir, il appellerait. Il se présenterait comme un particulier, dirait qu'il veut vendre un terrain pour un usage industriel, et verrait leur réaction. S'ils étaient intéressés, la suite serait plus simple. Le soir, Antoine appela le bureau de Pétro-Périgord. Une secrétaire répondit. Voix jeune, polie. Il se présenta comme un particulier, dit qu'il possédait un terrain dans la région de Hautefort et souhaitait le vendre pour un usage industriel. La secrétaire le transféra au service foncier. Un homme d'une 40aine d'années décrocha. Olivier Vidal, responsable des affaires foncières. Je vous écoute. Où se situe le terrain? Village de Valbrume. Cisard. Maison, puits. Papier en règle. Enregistré dans les années 90. Et pourquoi voudrions-nous un terrain à Valbrume? Aucune exploration n'y est prévue. Antoine sentit la fausseté dans sa voix. Il avait répondu trop vite, avec trop d'assurance. Il savait. Je propose, c'est tout. Prix, 300 000 €. Pause. Antoine entendait Vidal taper sur son clavier. 300 000 € pour Cisard dans ce village? Vous plaisantez? Je ne plaisante pas. Le terrain est spécial. Spécial en quoi? Je vous le dirai lors d'une rencontre. Vidal garda le silence. Bien. Venez au bureau après-demain, nous en discuterons. Je vous donne l'adresse. Il nota l'adresse, dit au revoir, raccrocha. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Ils avaient mordu. Ils savaient donc quelque chose sur Valbrume. Peut-être que d'anciennes campagnes d'exploration avaient indiqué une zone prometteuse. Peut-être de vieilles cartes françaises. L'important était de ne pas les effrayer, de bien négocier. 2 jours plus tard, il se rendit à Bordeaux. Le bureau de Pétro-Périgord était situé dans un centre d'affaires du quartier Mériadec, au 7e étage. Antoine s'était habillé correctement. Chemise, pantalon, une veste d'automne. À l'accueil, la secrétaire lui proposa un café. Il refusa. 10 minutes plus tard, Vidal apparut. Un homme trapu, costume gris, visage lisse, regard perçant. Il le fit entrer dans son bureau, l'installa en face de lui. Parlez-moi de votre terrain. Antoine sortit les documents, titre de propriété, extrait du cadastre, plan du terrain. Je l'ai acheté il y a 1 mois pour 60 000 €. Je veux le vendre pour 300 000. Pourquoi une telle plus-value? Le terrain est prometteur. Géologiquement intéressant. Vidal plissa les yeux. Vous êtes géologue? Je l'ai été. 32 ans d'exploration. Je vois. Et qu'avez-vous trouvé sur ce terrain? Antoine garda le silence. Vidal sourit. Ne jouons pas. Vous avez trouvé des indices d'hydrocarbures dans le puits, sinon vous n'auriez pas appelé. C'est bien ça? Admettons. Vous l'avez montré à quelqu'un? Fait des analyses? Non. Le mensonge sonna faux. Antoine le savait. Vidal hocha la tête. Bien. Je vous propose un marché. Nous achetons votre terrain pour 350 000 €. En liquide, d'ici 1 semaine. La paperasse sera rapide, sans questions inutiles. Vous recevez l'argent et vous oubliez tout. D'accord? Antoine secoua la tête.
C'est peu. 1 million d'euros. Vidal éclata de rire. Vous êtes fou? Ce terrain dans ce village vaut au mieux 60 000 euros. Même avec la maison. Nous vous offrons 350 000 par bonté d'âme. C'est une offre généreuse. Si le terrain vaut 60 000, pourquoi m'en offrir 350 000? C'est que vous savez ce qu'il y a dessous. Et si vous le savez, c'est que ça vaut plus. Vidal cessa de sourire. Laurent, vous jouez à un jeu dangereux. Le pétrole dans le sous-sol appartient à l'État. Même s'il y a du pétrole, il n'est pas à vous. Nous pouvons simplement initier la procédure officielle via la préfecture, qui impliquera une expertise, probablement par le BRGM, et demander une licence au ministère. Votre terrain sera exproprié légalement. On vous donnera une compensation basée sur l'évaluation. Pourquoi payer plus? Parce que le processus prendra des années. Expertise, tribunaux, autorisation. Alors que je vous propose un terrain clé en main, avec les papiers. Rapide, discret, sans bruit. 1 million, et il est à vous. Vidal se leva. Je vais en référer à ma direction. Attendez mon appel. Antoine partit. 2 jours de silence. Le 3e jour, Vidal appela. Voix froide. Laurent. Offre finale. 500 000 euros. Ils ne donneront pas plus. 1 million, ou rien. Alors ce sera rien. Adieu. On lui raccrocha au nez. Antoine resta assis sur son porche, songeant à la situation. Il comprit qu'il avait trop tiré sur la corde. 500 000 euros, c'était une belle somme. 8 fois ce qu'il avait investi. Mais son instinct lui disait que s'ils offraient 500 000, c'est que le terrain en valait 2 millions, peut-être 3. Le soir, une voiture noire, un gros SUV cher, s'arrêta devant sa maison. 2 hommes en survêtement en sortirent. Visage dur. Ils s'approchèrent du Porsche. Antoine se leva, le cœur serré. Laurent, Antoine? Il faut qu'on parle, gentiment. Ils entrèrent dans la maison sans y être invités. L'un s'assit à la table, l'autre resta près de la porte. Celui qui était assis sortit une enveloppe, la posa sur la table. Ici, il y a un acte de vente. Prix, 60 000 euros. Le prix que tu l'as payé. Tu signes, tu prends l'argent, tu dégages en 1 semaine. Des questions? Antoine regarda l'enveloppe. Et si je refuse? L'homme eut un sourire méprisant. Tu ne refuseras pas. T'as pas le choix, le vieux. Signe. Il posa un stylo sur la table. Antoine prit le contrat, le lut. Bien rédigé, juridiquement correct. L'acheteur était indiqué comme SARL Bâti Projet. Une société écran, sans aucun doute. Il signa. Ses mains tremblaient, mais il essayait de ne pas le montrer. L'homme reprit le contrat, se leva. Malin. L'argent sera viré dans 3 jours. Dégage en silence, et il n'y aura pas de problème. Ils partirent. Antoine resta seul. Il s'assit à table, se versa un verre de vodka de la bouteille, et but. Il avait perdu. Il avait eu peur. Il avait signé. Maintenant, le terrain partirait pour 60 000 euros, le même prix qu'il l'avait payé. Et le pétrole irait à la compagnie. Le sentiment de défaite le brûlait de l'intérieur. Il avait honte de lui-même. Toute sa vie, il avait travaillé sur le terrain, surmonté les difficultés. Et là, 2 petites frappes l'avaient effrayé. Mais soudain, il se souvint d'un détail. Il avait signé le contrat, mais il n'avait emporté qu'un seul exemplaire. Un véritable acte de vente se fait toujours en 3 exemplaires, un pour le vendeur, un pour l'acheteur, et un pour le service foncier. Ce contrat était un faux, juste pour l'intimider. Il pouvait donc encore se battre. Antoine n'attendit pas. Le lendemain matin, il se rendit à Bordeaux, chez l'avocate, maître Sylvie Lambert. Son cabinet se trouvait cour de l'intendance. Elle le reçut sans rendez-vous. La consultation coûtait 300 euros. Antoine raconta toute l'histoire. Le terrain, le pétrole dans le puits, la compagnie qui offrait de l'argent, les voyous qui l'intimidaient. Maître Lambert écouta attentivement, prenant des notes. Quand il eut fini, elle se renversa dans son fauteuil. « Monsieur Laurent, vous comprenez que vous vous êtes engagé dans une lutte contre une corporation ?
Ils ont les avocats, les relations, les ressources. Vous êtes seul. Je comprends. Mais le terrain est à moi, les papiers le prouvent. J'ai le droit de le vendre à qui je veux, et au prix que je veux. Formellement, oui. Mais si le terrain contient un gisement de ressources minérales, l'État a le droit de saisir le terrain pour exploitation. Vous avez droit à une compensation à la valeur marchande. Le tribunal désigne un expert indépendant. 6 arts dans ce village seront évalués à 150 000 €, au mieux. Et si le gisement est petit? Maître Lambert hocha la tête. Pour les gîtes de faible importance, des titres miniers simplifiés sont parfois possibles. Mais cela exige toujours une expertise pour évaluer les réserves, et la décision finale appartient à la préfecture ou au ministère. Le processus reste long et incertain. Et vendre le terrain à une société privée avant que l'État ne le sache. Vous pouvez essayer. Mais la société devra de toute façon obtenir une licence. Mener une expertise. Impliquer les autorités compétentes, y compris le BRGM comme expert technique. S'il s'avère que vous avez caché des informations sur le gisement, on pourrait vous accuser de fraude ou de rétention d'informations vis-à-vis des organes de l'État. Antoine écoutait, son visage s'assombrissant. Maître Lambert poursuivit, mon conseil, négocier avec la compagnie pour obtenir le montant maximum, officieusement. Qu'ils achètent le terrain comme un terrain ordinaire pour 600 000 ou 750 000 €. Dans le contrat, vous écrivez que vous vendez le terrain et la maison, sans mentionner le pétrole. Ils obtiennent le terrain, vous l'argent. Ensuite, ils se débrouilleront eux-mêmes avec la procédure de licence auprès du ministère, impliquant le BRGM pour l'expertise. C'est votre seule option pour obtenir plus que la compensation légale. S'ils ne sont pas d'accord, alors soit vous vendez rapidement à un tiers, soit vous vous préparez à l'expropriation. Il paya les 300 € et partit. Le soir, il appela lui-même Vidal, de Petro-Périgord. Olivier Vidal. J'ai réfléchi. Je suis prêt à vendre pour 750 000 €. C'est ma dernière offre. Vidal garda le silence. Je transmets. Mais je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Il rappela le lendemain. 600 000 €. Chiffre final. En liquide. D'ici une semaine. Transaction propre. Contrat ordinaire, sans indication du motif de l'achat. Antoine réfléchit. 600 000 €. 10 fois ce qu'il avait investi. Avec cet argent, il pourrait vivre décemment pendant 20 ans. Acheter un appartement, aider son fils. Mais à l'intérieur, quelque chose le rongeait. Il cédait des dizaines de millions de pétrole pour 600 000. 750 000, ou chercher un autre terrain. Laurent, vous êtes une tête de mule. Bon, je vais transmettre une dernière fois. Mais s'il refuse? La conversation est terminée. 3 jours de silence passèrent. Antoine était nerveux. Les voisins remarquaient que l'homme n'était vraiment pas dans son assiette. Le 4e jour, tard dans la soirée, on frappa à la porte. Il ouvrit. Sur le seuil se tenait Vidal. Seul, sans garde du corps, en jean et blouson. Je peux entrer? Antoine le laissa passer. Vidal s'assit à la table, posa sa mallette. Laurent, soyons francs. J'ai une information. Vous avez fait analyser l'eau du puits à l'université. Dans le laboratoire de Bernard Roux. Les résultats ont montré du pétrole brut. C'est exact? Antoine se tut. Vidal hocha la tête. Qui ne dit mot consent. Vous savez donc pertinemment qu'il y a du pétrole. Et nous le savons aussi. Nous avons des cartes d'archives de l'exploration géologique de 1976. Dans la région de Valbrume, une anomalie est marquée, une structure prometteuse. À l'époque, ils n'ont pas développé. Le gisement était petit et la technique faible. Mais aujourd'hui, les technologies sont différentes. Nous estimons les réserves à 6 000 à 8 000 tonnes. Valeur, 30 à 40 millions €. Les chiffres flottaient dans l'air. Antoine serra les poings sous la table. Et vous voulez acheter pour 600 000 € un terrain qui en vaut 40 millions? Nous voulons acheter la terre. Le pétrole n'est pas à vous, il est à l'État. Nous obtiendrons la licence, nous paierons les impôts à l'État, les redevances. Sur les 40 millions, notre profit sera au mieux de 10 millions, et encore, après 5 ans d'exploitation. Et nous vous offrons 600 000 € pour un terrain qui en vaut 60 000.
C'est juste. 750 000. Vidal sortit un dossier de sa mallette, le posa sur la table. 750 000 euros, c'est définitif. Voici le contrat, les coordonnées bancaires. Vous signez, demain l'argent est viré. Vous refusez? Nous déposons une demande officielle via la préfecture, qui sollicitera une expertise, probablement au BRGM. Dans un mois, l'expropriation légale commencera. Vous recevrez la compensation fixée par l'expert, et encore, dans un an. Antoine prit le dossier, l'ouvrit. Le contrat était bien rédigé. Acheteur, Pétrole du Périgord. Vendeur, Antoine Laurent. Objet du contrat, terrain et maison à Valbrume. Aucune mention de pétrole. Une transaction propre, sur le papier. Donnez-moi 24 heures pour réfléchir. Jusqu'à demain soir. Après, l'offre expire. Vidal partit. Antoine resta assis jusqu'au milieu de la nuit. Fuma, regarda le contrat. 750 000 euros, c'était une belle somme. Mais le sentiment qu'on l'arnaquait, qu'on l'utilisait, ne le quittait pas. Peut-être devait-il risquer le tout pour le tout, refuser, essayer de vendre à quelqu'un d'autre? À Total Energy, par exemple? Ou à des investisseurs privés? Il s'endormit à l'aube, sans avoir pris de décision. Le matin, Antoine appela Maître Lambert. Il lui parla de l'offre de Petro Périgord, 750 000 euros pour le terrain. Elle écouta, resta silencieuse un moment. Monsieur Laurent, c'est une très bonne offre. Je vous conseille d'accepter. Si vous refusez, ils lanceront la procédure officielle, et vous recevrez bien moins. Et si j'essaie de vendre le terrain à leurs concurrents? Total Energy, par exemple? Vous pouvez essayer. Mais sachez que les compagnies s'entendent entre elles. Si Petro Périgord est déjà au courant pour le terrain, ils l'ont peut-être réservé officieusement. Total Energy pourrait simplement refuser pour ne pas dégrader les relations. Et si je trouve un investisseur privé? Un particulier ne pourra pas assumer la licence et l'exploitation. Ce sont des centaines de milliers d'euros d'investissement. Seules les grandes entreprises ou l'État le peuvent. Antoine la remercia, raccrocha. Sa décision mûrissait. Il allait tenter un dernier coup. Déposer lui-même un dossier auprès des autorités compétentes, préfecture au ministère, en tant que particulier, pour obtenir une licence d'exploitation d'un petit gisement. Si les réserves étaient officiellement jugées très faibles, il pourrait peut-être obtenir un titre simplifié. Si c'était plus, alors il négocierait avec les compagnies, mais avec des données officielles en main. Il se rendit à Périgueux pour se renseigner auprès des services de l'État et de l'antenne régionale du BRGM. Un bâtiment moderne, près de la préfecture. Il attendit longtemps à l'accueil. Finalement, une inspectrice, Marina Sergeva, le reçut. Une femme stricte, la cinquantaine. Que souhaitez-vous? Me renseigner sur la procédure pour une licence d'exploitation d'un gisement de faible importance. Motif, découverte d'indices d'hydrocarbures sur mon terrain. Marina Sergeva fronça les sourcils. Où se trouve le terrain? Village de Valbrume, région de Hautefort. Elle vérifia quelque chose sur son ordinateur, puis regarda Antoine attentivement. Votre parcelle est située dans le périmètre d'une licence de recherche d'hydrocarbures, déjà accordée à la SARL Pétrole du Périgord. La licence a été délivrée l'année dernière. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais le terrain est une propriété privée. J'ai le droit de déposer une demande. Formellement, vous pouvez déposer votre demande auprès de la préfecture. Le dossier sera instruit, une expertise sera nécessaire, pour laquelle le BRGM pourrait être sollicité. Mais cela créera un conflit d'intérêts avec le titulaire de la licence de recherche. Tout litige relèvera de la préfecture ou du ministère de l'écologie, et le processus s'éternisera pendant des années. Donc, mes chances d'obtenir une licence sont minces. Vous pouvez déposer la demande. Elle sera examinée. Mais il n'y a aucune garantie. Et sachez que l'expertise est payante. À partir de 30 000 euros. L'exploration géologique, si nécessaire, coûtera 200 000 euros de plus. Vous êtes prêt à payer? Antoine sortit du bâtiment, abattu. Il était pris au piège. La compagnie avait déjà verrouillé la zone. Toute action de sa part via les voies officielles serait probablement bloquée ou retardée. Il ne lui restait plus qu'à vendre le terrain directement, avant qu'il ne soit trop tard. Le soir,
il rentra au village. Devant la maison était garée une voiture noire. Une grosse berline. Un homme d'une cinquantaine d'années en sortit. Costaud, blouson de cuir. Visage dur, une cicatrice au-dessus du sourcil. Avec lui, deux jeunes types. Des armoires à glace. Laurent? C'est moi. Je m'appelle Victor. On m'appelle le taureau. J'ai entendu parler de toi. T'as trouvé du pétrole sur ton terrain. Bien joué. Je veux l'acheter. Je te donne 120 000 € en liquide, aujourd'hui. Antoine se tendit. Je ne vends pas, Victor eut un petit rire. T'as pas compris. Je te fais une offre, gentiment. 120 000 en cash. Tu signes les papiers, tu dégages. Propre, sans histoire. J'ai dit que je ne vendais pas, on m'avait dit que t'étais une tête de mule. Bon, réfléchis encore. T'as 2 jours. Après, je reviens chercher la réponse. Ils repartirent. Antoine entra dans la maison, ferma la porte au verrou. Ses mains tremblaient. Un troisième acteur entrait en jeu. La pègre. L'information sur le pétrole s'était donc répandue dans la région. Peut-être une fuite de la compagnie, peut-être les voisins qui avaient jacassé. Maintenant, le danger était réel. Avec la compagnie, il pouvait négocier. Avec les gangsters, c'était plus difficile. Il appela son fils, Damien, à Paris. Il travaillait dans une start-up, programmeur, 33 ans. Il vivait dans un 2 pièces, marié, un enfant de 4 ans. Les relations avec son père étaient fraîches. Après le divorce de ses parents, il s'était peu vu. Damien? J'ai besoin d'aide. Je t'écoute. Il raconta la situation, brièvement. Damien écouta en silence. Papa, t'es dans la merde. Sérieusement. On ne plaisante pas avec ces types. Je sais. Je me demande si je ne devrais pas porter plainte à la police. Porteur plainte? Ils diront qu'ils t'ont proposé d'acheter honnêtement. Tu as refusé. Il n'y a pas d'infraction. Et après? Ils te le feront payer. Vends vite à n'importe qui et tire-toi de là. Et si je te donne une part, tu m'aides? Quelle part? 10% de la vente. Si je vends pour 750 000 €, ça fait 75 000 pour toi. Damien resta silencieux. Qu'est-ce que je dois faire? Viens. Reste avec moi. Tu t'y connais en sécurité informatique, non? On peut peut-être installer des caméras, une alarme. Et me soutenir moralement. D'accord. J'arrive demain. Antoine raccrocha. Au moins, quelqu'un serait là. La nuit fut agitée. Il dormit d'un sommeil léger. Le moindre bruit dehors le faisait sursauter. Le matin, Damien arriva en voiture. Une vieille Clio. Ils se serrèrent brièvement dans les bras. Ils entrèrent dans la maison. Le fils regarda autour de lui, fronça les sourcils. Papa, mais c'est une passoire ici. Les portes sont fragiles, les fenêtres n'ont pas de barreaux. S'ils veulent entrer, ça leur prendra 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais installer des caméras. Au moins, on aura un enregistrement. Et tu dois mettre tous les documents importants en lieu sûr. Va mettre les originaux dans un coffre à la banque. La journée passa en préparatifs. Damien acheta 2 caméras de surveillance à Périgueux, les installa au-dessus de l'entrée et près du portail. L'enregistrement se faisait sur son ordinateur portable. Antoine emporta les documents du terrain à la banque, les déposa dans un coffre. Vers le soir, ils entendirent des voitures. 2 véhicules s'arrêtèrent. 5 hommes en sortirent. Victor le taureau et ses hommes. Ils frappèrent à la porte. Antoine ouvrit. Damien se tenait à côté de lui. Alors, la réponse? Je ne vends pas. Victor hocha la tête. Un de ses hommes s'avança et frappa Antoine à l'estomac. Antoine se plia en deux, tomba à genoux. Damien se précipita, mais un deuxième homme le plaqua au sol, lui tordit les bras. Victor s'accroupit devant Antoine. Le vieux, tu m'as pas entendu. Je ne demande pas, je te dis. Tu vends. Voilà le contrat, voilà le stylo. Tu signes. Il jeta un papier sur le sol.
Antoine releva la tête. Il vit le contrat de vente. Prix, 120 000 €. Il prit le stylo d'une main tremblante. Il signa. Victor ramassa le papier, se releva. Bien, le vieux. Tu recevras l'argent dans une semaine. Libère la maison dans 3 jours. Ils partirent. Antoine et Damien restèrent au sol. Le fils aida son père à se relever, l'assit sur une chaise. L'estomac était douloureux. L'hématome serait énorme. Mais ce n'était pas le pire. Il avait signé sous la menace. Le terrain serait maintenant transféré aux gangsters. Il le revendrait à la compagnie pour une fortune, et Antoine resterait sans rien. Damien regarda son père, le visage pâle. « Papa, il faut aller à la police. C'est une agression, des coups et blessures, de l'extorsion. » Antoine secoua la tête. Trop tard. J'ai signé. Et la caméra n'a pas tout filmé. On les voit juste arriver. On ne prouvera pas les coups. Ils restèrent assis en silence. Antoine sentait son dernier espoir s'évanouir. Le matin, Antoine se réveilla avec une douleur dans les côtes. L'hématome sur son ventre s'était étalé, violet. Respirer était douloureux. Damien avait dormi sur le canapé. Il s'était levé avant son père, était assis devant son ordinateur, étudiant quelque chose. Antoine s'approcha, regarda par-dessus son épaule. Sur l'écran, le texte du contrat qu'il avait signé sous la contrainte du taureau. « Papa, ce contrat est nul. Tu as signé sous la contrainte. Il y a un témoin. C'est moi. On peut aller au tribunal, contester la vente. À quoi bon? Le temps que le procès ait lieu, ils auront transféré le terrain via des prête-noms, l'auront revendu. On ne retrouvera jamais la trace. » Damien secoua la tête. Pas forcément par le tribunal. J'ai filmé avec mon téléphone quand ils t'ont frappé. La caméra au-dessus de la porte a aussi filmé le moment du coup. Ce sont des preuves. On peut les apporter au procureur, ouvrir une enquête pénale. Ou s'en servir comme levier de pression sur le taureau. Antoine réfléchit. La vidéo était un atout, mais un atout dangereux. S'il allait à la police, le taureau la prendrait, il pourrait se venger. Les gangsters se vengent cruellement. Mais se taire était impossible, sinon il perdait le terrain définitivement. Vers midi, une visiteuse inattendue arriva. Une vieille Ford s'arrêta au portail. Une femme d'une 50aine d'années en sortit, mince, en jean et blouson. Martine. L'ex-femme d'Antoine. Ils avaient divorcé 16 ans plus tôt, après qu'elle l'eût quitté pour un autre homme, un entrepreneur de Lyon. Depuis, ils ne s'étaient vus que rarement. Pour des questions concernant leur fils. « Antoine, je peux entrer ?» Antoine la laissa passer en silence. Martine entra dans la maison, regarda autour d'elle, grimaça. « Tu vis vraiment ici? Dans cette ruine? » ?»« Je vis. Qu'est-ce que tu veux ?» Elle s'assit à la table, sortit des cigarettes, en alluma une. Damien sortit sur le porche, les laissant seuls. « J'ai entendu dire que tu avais trouvé du pétrole sur ton terrain. C'est vrai? » Antoine se crispa. « D'où tu sors ça? Les gens parlent. Damien m'en a parlé hier au téléphone. Il dit que des gangsters te mettent la pression. Je suis venu discuter. » « Discuter de quoi? » Martine écrasa sa cigarette, le regarda droit dans les yeux. « Antoine, je sais que c'est fini entre nous depuis longtemps. Mais on a été une famille. Damien est notre fils. Si tu touches beaucoup d'argent, tu dois partager. Je suis dans une situation difficile en ce moment. Je divorce de Valentin. Il a perdu son entreprise, il a d'énormes dettes. J'ai besoin d'acheter un appartement, de recommencer ma vie. Donne-moi 50 000 € sur ce que tu recevras pour le terrain, s'il te plaît. » Antoine écoutait et n'en croyait pas ses oreilles. 16 ans plus tôt, elle était partie. Elle avait dit qu'elle en aimait un autre, qu'Antoine était un raté, sans argent et sans perspective. Elle avait pris la moitié de leurs biens au tribunal, avait obtenu l'appartement. Ils s'étaient retrouvés dans un studio de location, sans le sou. Et maintenant, elle venait demander de l'argent. « Martine, tu es sérieuse? Tu m'as plaqué, tu m'as oublié. Pourquoi je te devrais quoi que ce soit? Parce que je suis la mère de ton fils. Damien veut m'aider, lui aussi.
N'est-ce pas, Damien, appela TL par la porte ouverte. Damien entra. Le visage tendu. Maman, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai dit que papa pourrait m'aider pour un appartement, pas t'aider toi. Martine leva les bras au ciel. Mais enfin, tu es mon fils, nous sommes une famille. Si ton père te donne de l'argent, tu m'aideras, non? Damien garda le silence, baissa les yeux. Maman, je ne sais pas. C'est l'argent de papa, pas le mien. Martine se leva. Sa voix devint plus forte. Antoine, j'exige. Selon la loi, j'ai droit à une part des biens acquis pendant le mariage. Nous avons été mariés 24 ans. Je peux aller au tribunal, exiger la moitié. Antoine éclata d'un rire mauvais. Martine, nous avons divorcé il y a 16 ans. Nous avons tout partagé à l'époque. Tu as eu l'appartement. Ce terrain, je l'ai acheté avec mon propre argent, après le divorce. Tu n'as aucun droit dessus. Va-t'en. Martine rougit, ses yeux brillèrent. Tu le regretteras. Je trouverai un moyen d'obtenir ce qui me revient. Elle sortit de la maison en trombe, claqua la porte, démarra en trombe. Damien s'assit en face de son père. Papa, excuse-moi. Je ne voulais pas qu'elle vienne. J'ai juste raconté la situation, elle a décidé de venir d'elle-même. Ce n'est rien. Je la connais. Elle a senti l'argent, elle est accourue. Mais elle n'aura rien. Damien resta silencieux, puis demanda avec hésitation, « Papa, tu vas vraiment m'aider pour l'appartement ?» On est allé 3 avec ma femme dans le 2 pièces. L'enfant grandit. On voudrait acheter un 3 pièces. Mais on n'a pas d'apport. Antoine regarda son fils. Grand, mince, cheveux bruns, yeux gris. Il ressemblait à sa mère. Il se voyait rarement ces dernières années. Damien vivait sa vie, ne pensait pas à son père. Et maintenant, il était venu, il aidait, certes, mais il demandait aussi de l'argent. Damien, si je vends ce terrain pour un bon prix, je t'aiderai. Je t'ai promis 10%. Je tiendrai parole. Ça fera plus de 75 000 €. Ça suffira pour un apport. Mais seulement si tu m'aides vraiment. Pas juste installer des caméras, mais t'impliquer réellement. Comment t'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même quoi faire. Le taureau m'a fait peur. J'ai signé ce faux contrat. La compagnie me propose 750 000 €, mais ils me mettent la pression aussi. Peut-être que tu peux trouver une solution? Toi qui t'y connais en Internet. Peut-être trouver des informations sur le taureau, sur la compagnie? Damien hocha la tête. Je vais essayer. J'ai des connaissances dans la sécurité. Je peux faire des recherches. Antoine serra brièvement son fils dans ses bras. Au moins, il avait quelqu'un sur qui s'appuyer. Le soir, Damien resta sur son ordinateur jusqu'à minuit. Il cherchait, écrivait à des gens. Antoine tenta de dormir, mais n'y parvint pas. Il avait mal partout, les pensées tournaient. Le terrain lui échappait, l'argent était incertain. Sa vie s'effondrait. Peut-être que Philippe avait raison. Il aurait dû vendre la maison 60 000 € et partir, avant qu'il ne soit trop tard. Le matin, Damien réveilla son père tôt, à 7 heures. Il avait l'air excité. « Papa, j'ai trouvé des infos. Victor, alias le taureau, est une figure locale du crime organisé. Il fait dans l'immobilier véreux, rachète des terres et des biens via des prête-noms. 3 affaires criminelles, toutes classées sans suite. Il a des relations dans la police. Dans l'administration de la région aussi. Un type dangereux. Ça, je l'avais compris. Mais il y a un détail. Il ne travaille pas seul. Il a un partenaire, un certain Yvan Legrand, conseiller départemental. Ils rachètent les terrains ensemble, puis les revendent à de grosses compagnies. Legrand assure la couverture juridique. Le taureau met la pression sur les vendeurs. Un schéma bien rodé. Antoine devint attentif. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Un levier. Si tu portes plainte au procureur contre le taureau, avec la vidéo de l'agression, ajoute Legrand comme complice. Un élu n'a pas besoin d'une affaire criminelle. Sa réputation. Peut-être qu'il aura peur, qu'il fera pression sur le taureau pour qu'il te lâche. Ou alors, ils me serreront encore plus fort. C'est possible.
Mais on n'a pas d'autre option. Antoine réfléchit. Le risque était grand, mais il n'avait plus rien à perdre. Ils partirent à Périgueux, au parquet. Ils furent reçus par la substitut du procureur, Hélène Martel. Une femme d'une quarantaine d'années, stricte, cheveux courts. Antoine rédigea sa plainte, décrivit la situation. Agression, menace, contrainte à signer un contrat. Damien fournit la vidéo de la caméra et de son téléphone. Martel regarda les images, fronça les sourcils. Le fait d'agression est visible. La contrainte à la vente aussi. Nous ouvrons une enquête pour extorsion. Il y aura une vérification, une interpellation des suspects. Vous êtes prêt à témoigner? Je suis prêt. Sachez que s'il s'agit bien d'un groupe criminel, il pourrait tenter de vous intimider. Je vous recommande de quitter le village pendant la durée de l'enquête, de vivre ailleurs. Antoine hocha la tête. Ils sortirent du parquet, montèrent dans la voiture de Damien. Le fils regarda son père. « Papa, viens vivre chez moi à Paris quelques semaines. Le temps que ça se tasse. Je ne veux pas abandonner la maison. La maison ne va pas s'envoler. Les caméras sont là, les voisins surveilleront. Toi, tu seras en sécurité. » Antoine accepta. Le soir, il fit ses bagages, ferma la maison à clé, demanda à Julien Mercier de garder un œil dessus. Ils partirent pour Paris. Pendant 2 semaines, il vécut dans le 2 pièces de son fils, dormant sur le canapé. Les jours s'étiraient lentement. Le parquet l'appela, le convoqua pour un interrogatoire 2 fois. Antoine témoigna, confirma ce qu'il avait écrit. On lui dit que le taureau avait été arrêté, que l'enquête suivait son cours. La 3e semaine, Vidal, de Petro-Périgord, appela. « Laurent? Où êtes-vous? Vous n'êtes plus au village. Je suis parti pour affaires. Que se passe-t-il? Il se passe que nous avons fait mener une expertise officielle sur la zone, avec l'intervention du BRGM. Les géologues ont foré un puits à côté du vôtre, sur le terrain voisin, après accord avec le propriétaire. Nous avons reçu les résultats. Vous voulez les connaître? Le cœur d'Antoine s'emballa. Dites-moi. Le gisement est confirmé. Réserve, 5300 tonnes de pétrole récupérable. Ce n'est pas un petit gisement, c'est un gisement moyen. Notre compagnie va obtenir la licence d'exploitation. Nous avons déjà déposé les documents auprès du ministère. Votre terrain est dans la zone d'exploitation. Il y aura expropriation légale. Mais nous sommes prêts à acheter votre terrain à l'amiable avant l'expropriation, pour éviter les tribunaux. Nous vous proposons 1,3 million d'euros. C'est notre dernière offre. Antoine déglutit. 1,3 million d'euros. Presque ce qu'il avait demandé initialement. Étage 22 fois plus que ce qu'il avait payé pour la maison. Mais à l'intérieur, ça le rongeait. Sous le terrain, il y avait pour 30 millions de pétrole, et on lui en proposait 1,3 million. Et si je refuse? Alors ce sera l'expropriation par le tribunal. Un expert indépendant évaluera le terrain à sa valeur marchande, sans tenir compte du sous-sol. Le processus prendra 6 mois, 1 an. À vous de décider. Donnez-moi un jour pour réfléchir. Vous avez 3 jours. Après, l'offre expire. Antoine raconta tout à son fils. Damien écouta, calcula quelque chose sur son téléphone. Papa, 1,3 million, ça fait 130 000 euros pour moi, si tu me donnes 10%. Ça suffit largement pour un 3 pièces. Accepte. Est-ce que c'est juste? Ils vont recevoir 30 millions, et moi 1,3? Papa, tu es géologue. Tu sais que le pétrole n'est pas à toi, c'est la loi. Tu vas recevoir bien plus que n'importe qui dans ta situation. C'est déjà une chance incroyable. Antoine fuma sur le balcon, regardant Paris le soir. Les lumières, les voitures. Toute sa vie, il avait travaillé honnêtement, selon la loi. Jamais il n'avait pris ce qui n'était pas à lui, jamais il n'avait triché. Et voilà que le destin lui offrait une chance. Et il n'avait même pas su la saisir correctement. Les compagnies l'avaient joué, les gangsters l'avaient effrayé. L'État l'avait coincé avec ses lois. 2 jours plus tard, il appela Vidal. D'accord. 1,3 million. On fait le contrat. Excellent. Venez à Bordeaux, nous signerons les documents. Une semaine plus tard,
Antoine retourna à Bordeaux. Ils se retrouvèrent au bureau de la compagnie. Le contrat était rédigé selon toutes les règles. Acheteur, pétrole du Périgord. Vendeur, Antoine Laurent. Objet du contrat, terrain de Cisard avec maison à Valbrume. Prix, 1,3 million d'euros. Antoine signa. Vidal aussi. L'argent fut viré sur son compte le jour même. Il sortit du bureau avec un sentiment de vide. Vendu. Il avait reçu l'argent, une somme énorme pour un homme simple. Mais l'impression d'avoir été floué ne le quittait pas. L'argent était sur son compte. 1,3 million d'euros. Antoine retourna au village. La maison était encore à lui jusqu'à l'enregistrement du transfert de propriété, ce qui prenait 2 semaines. Il arpentait le terrain, regardait le puits d'où tout était parti. L'eau noire n'apparaissait plus. La compagnie avait bouché la fissure avec un obturateur temporaire, pour que le pétrole ne s'échappe pas. Bientôt, ils commenceraient à forer ici. Ils installeraient des équipements. Le terrain deviendrait un site industriel. Il reçut un courrier du parquet. L'affaire pénale contre le taureau était transmise au tribunal. Accusation d'extorsion et de contrainte à la vente. Le contrat qu'Antoine avait signé sous la menace était reconnu comme nul. Le taureau risquait 3 à 7 ans de prison. Le conseiller départemental, Legrand, comparaissait comme témoin. Aucune preuve directe de sa participation, mais sa réputation était entachée. Aux prochaines élections, il perdrait sûrement. Antoine attendait un sentiment de soulagement, de victoire. Mais il ne ressentait que de la fatigue. 2 mois de lutte, de nerfs, de peur. Il avait obtenu de l'argent, oui, mais à quel prix? Sa santé était ébranlée, son dos le faisait souffrir plus encore, sa tension montait en flèche. Il avait promis 130 000 euros à son fils, 10% de la transaction. Il lui restait 1,17 million d'euros. Avec cet argent, il pouvait acheter un appartement décent à Lyon, placer le reste à la banque, et vivre des intérêts pendant 20 ans, tranquillement. Mais la joie n'y était pas. 3 jours plus tard, Martine arriva. Elle sortit à nouveau de sa voiture, un dossier à la main. Visage déterminé. Elle entra dans la maison sans frapper, s'assit à la table. Antoine, j'ai déposé une plainte au tribunal. J'exige que ce terrain soit reconnu comme un bien commun acquis pendant le mariage. Et que le produit de la vente soit partagé en 2. Antoine la regarda, las. Martine, nous avons divorcé il y a 16 ans. J'ai acheté ce terrain avec mon argent. Ma retraite. Tu n'as aucun droit. Si. Mon avocat a trouvé une faille. Tu as acheté le terrain avec de l'argent que tu as économisé pendant le mariage. Donc cet argent est commun, et tout ce qui a été acheté avec est commun aussi. Le tribunal tranchera. Antoine éclata d'un rire mauvais. Va au tribunal. Tu perdras. J'ai la preuve que l'argent pour la maison, je l'ai économisé après le divorce, sur ma pension. Les reçus, les relevés de banque. Tu n'auras rien. Martine pâlit, se leva. J'aurai la moitié. J'obtiendrai la moitié. Tu me le dois, pour toutes les années que j'ai vécues avec toi. Elle partit en claquant la porte. Antoine resta assis, regardant par la fenêtre. Son ex-femme était devenue une étrangère avide, qui voulait sa part du gâteau. Son fils l'aidait, mais pour de l'argent aussi. Ses amis étaient loin. Il était seul. Le soir, Damien appela. « Papa, j'ai réfléchi. Tu m'as promis 130 000 euros, les 10%. Mais tu pourrais peut-être me donner 150 000 ? Pour un 3 pièces avec travaux, 130 000, c'est un peu juste. » Antoine serra le poing. « Damien, je t'ai promis 10%. C'est 130 000 euros. Tu recevras exactement ça. Mais papa. Allez, 20 000 de plus. Tu es riche maintenant. Non. J'ai promis 10%. Je tiendrai parole. Ne demande pas plus. » Il raccrocha. Son fils, aussi. Tout le monde autour de lui s'était transformé en mendiant, avide de son argent. Et lui-même ne se sentait pas comme un vainqueur, mais comme un perdant. Il avait vendu le terrain 22 fois son prix d'achat, oui. Mais sous ce terrain, il restait 30 millions de pétrole qui iraient à la compagnie. Il n'avait reçu que des miettes. La nuit, il ne dormit pas. Il refit ses comptes.
1,3 million moins 130 000 pour son fils. Reste 1,17 million. Un appartement à Lyon, un beau 3 pièces, coûtait 400 000 €. Il resterait 770 000 €. Placé à la banque à 3% par an, ça faisait 23 100 € par an. 1 925 € par mois. Plus sa pension de 1 400. Total, 3 325 € par mois. On pouvait vivre, mais pas luxueusement. Ça tiendrait 10 ans, ensuite l'inflation mangerait tout. Il aurait pu avoir plus. S'il n'avait pas eu peur du taureau. S'il n'avait pas signé ce contrat. S'il avait négocié différemment avec la compagnie. Si la loi avait été plus juste. Tant de si. Le matin, un notaire de Bordeaux arriva, accompagné d'un représentant de Petro-Périgord. Ils signèrent l'acte de prise de possession du terrain. Antoine reçut le solde de tout compte. L'argent était sur le compte, il remit les clés de la maison. Le terrain n'était plus à lui. Il rassembla ses affaires dans 2 valises, monta dans un taxi, partit pour Lyon. Il loua un appartement meublé pour commencer, et se mit à chercher un logement à acheter. Les agents immobiliers lui montrèrent des options. Il s'arrêta sur un 3 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse. 7e étage. Un immeuble des années 70. 410 000 €. Il l'acheta, signa les papiers. Il emménagea un mois plus tard. Il vira 130 000 € à Damien, comme promis. Le fils le remercia brièvement. Dit qu'il achèterait un 3 pièces à crédit. Cet argent suffirait pour l'apport. Il ne demanda rien de plus. Vexé, sans doute, de ne pas avoir eu plus. Martine le poursuivit en justice pendant 6 mois. Elle perdit dans toutes les instances. Le tribunal reconnut que le terrain avait été acheté par Antoine après le divorce, avec ses fonds propres. L'ex-épouse n'avait aucun droit dessus. Après sa défaite, Martine n'appela plus. Elle disparut de sa vie. Antoine resta seul dans son nouvel appartement. Il vivait chichement, des intérêts de son placement et de sa pension. Il faisait ses courses, cuisinait, se promenait en ville. Parfois, il retournait à Valbrume, regardait son ancien terrain. Un derrick s'y dressait déjà. Des hommes en casque travaillaient, pompaient le pétrole. Son puits avait été comblé, la maison démolie. Des baraquements pour les ouvriers avaient été installés. On ne reconnaissait plus l'endroit. Il se tenait près de la clôture, fumait, regardait. Il ressentait un vide. L'argent était là, l'appartement aussi, sa vie était assurée. Mais le bonheur n'y était pas. Parce qu'il comprenait qu'on l'avait joué. Légalement, selon les règles, mais on l'avait joué. La richesse qu'il avait trouvée par hasard était partie à d'autres. Il n'en avait eu que les miettes. 6 mois passèrent depuis la vente du terrain. Antoine s'habitua à son nouvel appartement. Il installa ses meubles, acheta une télévision, un réfrigérateur. Il vivait de façon réglée. Lever. Petit déjeuner, promenade au parc, déjeuner, lecture. Le soir, la télévision. L'argent était à la banque, les intérêts tombaient. Il avait assez pour tout. Mais la vie semblait vide. Il n'avait pas d'amis à Lyon, parlait peu avec ses voisins. Son fils appelait une fois par mois, brièvement. La solitude pesait. En novembre, Bernard Roux, du laboratoire de l'université, l'appela. Voix inquiète. Il demanda à le voir d'urgence. Antoine se rendit à l'université. Bernard l'accueillit, blême. Il le conduisit dans un amphithéâtre vide, ferma la porte. Antoine, des gens sont venus. D'une compagnie chinoise, la CNPC. Ils posaient des questions sur l'analyse de l'eau que j'ai faite il y a 6 mois. Comment ils ont su, je n'en sais rien. Mais ils savaient que tu avais apporté un échantillon de Valbrume. Ils m'ont offert de l'argent pour une copie des résultats. J'ai refusé. J'ai dit que l'analyse était détruite. Mais ils ont insisté, m'ont même menacé. Antoine fronça les sourcils. Des Chinois. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais ils ont dit qu'ils étaient prêts à acheter des informations sur le gisement. Ils ont offert beaucoup d'argent. J'ai pensé que tu devais savoir. Antoine le remercia, partit. Chez lui, il s'assit devant son ordinateur, chercha des informations sur la CNPC. China National Petroleum Corporation. L'une des plus grandes au monde.
Elle opérait en France, avait des parts dans plusieurs gisements. Pourquoi Valbrume les intéressait-il? Le gisement avait déjà une licence. Petro-Périgord. Le terrain était vendu. Trop tard. Une semaine plus tard, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Voix d'homme, léger accent chinois. Monsieur Laurent? Je m'appelle Li Wei. Représentant de la CNPC en France. Je voudrais vous rencontrer, pour discuter d'une proposition d'affaires. Quelle proposition? J'ai déjà vendu le terrain. Nous le savons. Mais nous avons des informations selon lesquelles vous avez été contraint de vendre à un prix inférieur à sa juste valeur. Nous sommes prêts à compenser la différence, si vous nous aidez sur une question. Antoine devint méfiant. Quelle question? Rencontrons-nous. Nous en discuterons personnellement. Demain, au restaurant Le Pékin, rue de la République, à midi. Antoine accepta. La curiosité l'emportait. Le lendemain, il arriva au restaurant à l'heure. À une table près de la fenêtre était assis un homme d'une quarantaine d'années, d'apparence asiatique, en costume d'affaires. Il se leva, lui serra la main. Li Wei. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Ils commandèrent du thé, de la nourriture. Li Wei parlait bien français, presque sans accent. Seules les intonations le trahissaient. Monsieur Laurent, notre compagnie s'intéresse au gisement de Valbrume. Nous savons que Petro-Périgord a obtenu la licence et a commencé l'exploitation. Mais il y a une nuance. La licence a été délivrée pour 5 ans. Ensuite, il y aura une prolongation ou un appel d'offres pour une nouvelle licence. Nous prévoyons de participer à cet appel d'offres, s'il a lieu. Pour cela, nous avons besoin d'informations détaillées sur le gisement. Vous, en tant que découvreur, pouvez nous aider. Je ne sais plus rien. Le terrain n'est plus à moi. Le gisement est exploité par la compagnie. Mais vous êtes géologue. Vous avez une compréhension de la structure de la couche, de la qualité du pétrole. Vous avez fait une analyse, vous êtes descendu dans le puits, vous avez vu la fissure. Cette information est précieuse. Nous sommes prêts à payer 3 millions d'euros pour une consultation. Antoine faillit s'étouffer avec son thé. 3 millions d'euros. Pour des informations qu'il connaissait déjà. Li Wei le regardait calmement. Souriant. C'est une proposition sérieuse. Vous nous rédigerez un rapport. Structure géologique, caractéristiques du pétrole, estimation des réserves, recommandations pour l'exploitation. Nous utiliserons ces informations pour préparer l'appel d'offres. Légalement, sans infraction. Antoine garda le silence. 3 millions d'euros. C'était plus de 2 fois ce qu'il avait reçu pour le terrain. Avec cet argent, il pourrait vivre comme un roi jusqu'à la fin de ses jours. Mais quelque chose le chiffonnait. Une somme trop importante pour une simple consultation. Et si Petro-Périgord apprend que j'aide leurs concurrents? Ils ne le sauront pas. Le rapport sera confidentiel. Pour usage interne uniquement. Votre nom n'apparaîtra nulle part. Et s'il n'y a pas d'appel d'offres? Si la licence est prolongée automatiquement pour la compagnie actuelle? Alors nous vous paierons quand même. L'information est précieuse pour nous dans tous les cas. Pour de futurs projets dans la région. Antoine demanda du temps pour réfléchir. Li Wei accepta, lui donna sa carte de visite avec son numéro. Antoine quitta le restaurant, troublé. 3 millions d'euros pour un rapport qu'il pouvait écrire en une semaine. C'était la chance de corriger son erreur, d'obtenir l'argent qu'il méritait. Mais une voix intérieure l'avertissait, quelque chose n'allait pas. Les Chinois ne donnaient pas 3 millions d'euros juste comme ça. Ils cachaient quelque chose. Peut-être voulait-il utiliser ces informations pour une OPA hostile sur la licence, ou pour faire pression sur les autorités françaises? S'il s'avérait qu'il avait aidé une compagnie étrangère contre une compagnie française, on pourrait l'accuser d'intelligence économique avec une puissance étrangère. Il y avait des articles pour ça. Les peines étaient lourdes. Il réfléchit pendant une semaine, évalua les risques. Il n'avait personne à qui demander conseil. Il ne voulait pas appeler Philippe. Il lui dirait encore qu'il se fourrait dans les ennuis. Damien lui conseillerait de prendre l'argent. C'était dans son intérêt que son père ait plus d'argent. La décision lui appartenait. Finalement, il appela Li Wei. Il refusa.
Il dit qu'il ne voulait pas s'impliquer avec des compagnies internationales, que les risques étaient trop grands. Li Wei n'insista pas. Il lui dit au revoir poliment et raccrocha. Antoine posa le téléphone, alluma une cigarette. Il avait refusé 3 millions d'euros. Peut-être à tort. Peut-être venait-il de rater sa dernière chance de devenir vraiment riche. Mais il se sentit plus calme. Sa conscience ne le rongeait pas. Il n'avait pas peur. Les 1,3 million qu'il avait reçus pour le terrain étaient honnêtes. Il les avait gagnés légalement. Ce n'était pas autant qu'il l'avait rêvé, mais au moins, il pouvait dormir tranquille. Au printemps suivant, Antoine reçut une lettre de Petro Périgord. Officielle, sur papier en tête. On lui proposait de se rencontrer pour discuter d'une nouvelle offre. Antoine fut surpris. Il se rendit au bureau de Bordeaux. Il fut reçu par le directeur général en personne, Richard Beaumont. Un homme d'une soixantaine d'années, cheveux gris, le visage intelligent et volontaire. « Monsieur Laurent, merci d'être venu. Je veux vous faire une proposition. Le gisement de Valbrume est en exploitation depuis 6 mois. L'extraction se passe bien. Les réserves ont été confirmées, elles sont même supérieures à nos attentes. 8000 tonnes récupérables, et non 5300. Au prix actuel, cela représente une valeur de 40 millions d'euros. Nous faisons des bénéfices. Tout va bien. » Antoine écoutait en silence. Beaumont poursuivit, « Mais il y a un problème. Les Chinois de la CNPC nous ont contactés. Ils ont proposé de racheter des parts dans l'exploitation. Nous avons refusé. Alors, ils ont pris un autre chemin. Ils ont déposé une demande au ministère pour participer à l'appel d'offres pour le renouvellement de la licence dans 5 ans. Formellement, ils en ont le droit. S'ils gagnent l'appel d'offres, nous perdons le gisement. Pour nous, c'est un coup dur pour notre réputation et nos finances. Et quel est mon rôle là-dedans? Votre rôle, c'est que les Chinois vous ont contacté. Nous le savons. Ils vous ont offert de l'argent pour des informations. Vous avez refusé. Et c'est la bonne décision. Nous apprécions votre loyauté. C'est pourquoi nous voulons vous faire une contre-proposition. Nous vous versons une compensation de 2,5 millions d'euros, en plus des 1,3 million que vous avez déjà reçus. Soit un total de 3,8 millions pour le terrain. Plus 3% de nos bénéfices nets sur le gisement pendant les 10 ans d'exploitation. C'est environ 150 000 à 200 000 euros par an en plus. Antoine n'en croyait pas ses oreilles. 2,5 millions de plus, et un pourcentage sur les bénéfices. Cela faisait 4 à 5 millions d'euros sur 10 ans. Près de 6 millions au total, pour un terrain acheté 60 000. Pourquoi me payer autant? Le terrain est déjà à vous. La transaction est terminée. Beaumont sourit. Nous avons besoin de votre soutien public. Vous êtes le découvreur du gisement, un habitant local. Si vous vous exprimez dans la presse, si vous dites que vous soutenez l'exploitation par une compagnie française, et non chinoise, cela jouera un rôle. Les autorités seront à l'écoute. L'appel d'offres pourrait ne jamais avoir lieu. Il pourrait prolonger notre licence automatiquement. Pour nous, cela vaut bien 2,5 millions. Et si je refuse? Alors les Chinois reviendront vers vous avec une nouvelle offre. Peut-être encore plus importante. Vous accepterez, l'information fuira, ils gagneront l'appel d'offres. Nous perdrons le gisement. Vous recevrez de l'argent d'étrangers, mais ensuite le parquet s'intéressera à vous, d'où vous sortez de telles sommes. Les contrôles commenceront, les accusations. Votre vie deviendra un enfer. Notre option est plus sûre, et plus rentable. Antoine comprit qu'il était pris en otage. On ne le menaçait pas directement, mais on lui faisait comprendre, soit avec eux, soit contre eux. Il n'y avait pas de troisième voie. Les 2,5 millions n'étaient pas un cadeau. C'était le prix de son silence et de sa loyauté. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. 3 jours de réflexion. Antoine partit. Chez lui, il s'assit, fuma, calcula. 2,5 millions plus 1,3 déjà reçus. Total, 3,8 millions. Plus le pourcentage sur les bénéfices, encore 2 millions sur 10 ans. 5,8 millions au minimum. Avec cet argent, il pouvait s'acheter un appartement de luxe, une voiture, vivre sans compter jusqu'à 100 ans. Aider son fils, ses petits-enfants.
Mais il y avait une condition. S'exprimer publiquement. Dire qu'il soutenait la compagnie française. En somme, devenir leur porte-parole. Vendre non seulement son terrain, mais aussi son nom, sa réputation. Appeler un ami pour lui demander conseil? Non. Philippe était loin. Bernard avait ses propres affaires. Damien était intéressé par l'argent. Il devait décider seul. 2 jours plus tard, il appela Beaumont. Il accepta. Ils signèrent un avenant au contrat de vente. La compagnie s'engageait à verser à M. Laurent une compensation supplémentaire de 2,5 millions d'euros et 3% des bénéfices nets du gisement de Valbrume pour une durée de 10 ans. M. Laurent s'engageait à soutenir publiquement l'exploitation du gisement par la compagnie française et à ne fournir aucune information confidentielle à des tiers. L'argent fut viré une semaine plus tard. 2,5 millions sur son compte. Antoine regarda le solde, n'y croyait pas 3,8 millions sur son compte. Et à l'avenir, les pourcentages tomberaient. Il était riche. Vraiment riche. La compagnie organisa une conférence de presse. On invita Antoine, on l'assit à la table à côté de Beaumont, face aux journalistes. Caméra, micro, questions. Antoine parla en suivant un texte préparé. Il avait trouvé le gisement par hasard, avait vendu le terrain à un prix juste, soutenait l'exploitation par une compagnie française contre la cession des ressources nationales à des étrangers. Les journalistes prenaient des notes, hochaient la tête. Les articles parurent le lendemain. Titre: un géologue retraité soutient Petro-Périgord. Un habitant local contre l'expansionnisme chinois. 1 mois plus tard, le ministère annonça que la licence de Petro-Périgord sur le gisement de Valbrume était prolongée de 15 ans, sans appel d'offres. Les Chinois déposèrent une protestation. Mais sans succès. La compagnie avait gagné. Le gisement leur restait. Antoine reçut les remerciements personnels de Beaumont. Ils se serrèrent la main, prirent une photo. Antoine souriait, mais à l'intérieur, il ressentait un vide. Il avait vendu son terrain, vendu sa parole, s'était vendu lui-même. Il avait reçu de l'argent. Énormément d'argent, oui. Mais en chemin, il avait perdu quelque chose d'important. Peut-être son honneur. Peut-être sa conscience. Il ne savait pas exactement. 6 mois après la conférence de presse, Antoine acheta un appartement de 4 pièces dans un immeuble neuf sur les quais de Saône. 9e étage. Vue sur la colline de Fourvière. 450 000 euros. Rénovation de luxe, meubles neufs. Il acheta une voiture, une belle berline allemande, pour 40 000 euros. Il ne savait pas bien conduire, il avait vécu 30 ans sans voiture, mais il apprit. Il aida à nouveau son fils Damien. Il lui donna 300 000 euros pour un grand appartement dans un bon quartier de Paris. Damien fut ravi, le remercia, commença à appeler plus souvent, à l'inviter. Il plaça le reste à la banque. 3,3 millions d'euros. À 3% d'intérêt. Cela faisait près de 100 000 euros par an. 8 000 euros par mois de revenus passifs, plus sa pension. Antoine n'avait plus besoin de travailler, ni d'économiser. Il pouvait vivre comme il l'entendait. Il commença à voyager. Il alla sur la côte d'Azur, en Bretagne, à Venise. Il payait des excursions, se promenait, prenait des photos. Seul. Sans compagnie. Mais il s'ennuyait. Il déjeunait au restaurant, dormait à l'hôtel. Il dépensait sans compter. Pour la première fois de sa vie, il ressentait la liberté financière. Faire ce qu'il voulait. 1 an plus tard, Petro-Périgord versa les premiers pourcentages sur les bénéfices. 3% des bénéfices nets de l'année s'élevaient à 180 000 euros. Antoine reçut le virement, sourit. Le pétrole était pompé, l'argent tombait. Un vrai revenu passif. Ce serait comme ça pendant 10 ans. Il recevrait encore près de 2 millions d'euros. Parfois, il retournait à Valbrume. Il regardait le gisement. Les derricks fonctionnaient 24 heures sur 24. Le pétrole était pompé dans des citernes, emporté pour être raffiné. Le village avait changé. La route était goudronnée, le gaz avait été installé, une aire de jeu pour enfants construite, comme il l'avait exigé dans le contrat. Les habitants étaient contents. Ils avaient trouvé du travail sur le site, avec des salaires décents. Julien et Simone Mercier accueillaient Antoine avec des sourires, le remerciaient d'avoir amené la compagnie au village.
Il ne savait pas que le terrain avec le pétrole avait été le sien. Il pensait qu'il avait juste servi d'intermédiaire. Le bonheur. Voilà ce qui lui manquait. L'argent était là, la vie était réglée, mais à l'intérieur, c'était le vide. Pas d'amis, pas de famille, pas de but. Que faire de cette nouvelle vie? Les voyages le lassèrent au bout d'1 an. Construire une maison? Pourquoi? Il vivait seul. Aider les gens? La charité? Peut-être. L'or noir de la fissure dans le puits avait failli lui coûter la vie, mais il l'avait rendu libre. Financièrement libre. Il ne lui restait plus que le plus difficile, trouver la liberté de l'esprit.